beaucoup, Pierre. Je vais peut-être essayer même d'être un peu plus ramassée, puisque nous sommes 3 intervenants. Donc, C'est vrai, ce timing, pardon, mais et le oui, timing de 25 minutes, c'était avec les trois ou c'était non, avec avec deux? les deux. Donc, je Ah, vais essayer d'être un peu plus rapide dans ma présentation. Et comme j'ai une période historique plus courte que celle de Jean, ça va me permettre d'aller à l'essentiel. Effectivement, quand on parle de Irak, destin tragique, on pense très vite aussi à ces influences régionales qui viennent en Irak. Et dans ce cadre-là, d'aborder la question de la politique iranienne en Irak, évidemment, est tout à fait pertinent, puisque l'on sait que l'Iran a un intérêt très marqué pour l'Irak. Alors, je dois en parler à partir de 2003, mais il me semble qu'il faut absolument quand même tout de suite dire et rappeler que la politique iranienne de l'Irak est antérieure à 2003 et qu'il y a un intérêt pour l'Irak, pour l'Iran vis-à-vis de l'Irak qui est antérieur et que je ferai remonter, sans aller trop loin, je vous rassure, mais à la révolution islamique en Iran de 1979 et du conflit entre l'Irak et l'Iran de 1980 à 1988. Je pense qu'on ne peut pas traiter de la politique iranienne à partir de 2003 sans rappeler l'importance de ces deux dates, 1979, République islamique, et le conflit Irak-Iran 80-88. Alors, naturellement, si je puis dire, l'Irak est un rival de l'Iran pour différentes raisons. Déjà pour la taille que représente ce pays, ses richesses et sa puissance militaire qui était incarnée du temps de Saddam Hussein, qui avait des ambitions hégémoniques et même belliqueuses, puisqu'on l'a vu que ça a été la caractéristique de la politique menée par Bagdad du temps du régime précédent, du temps de Saddam Hussein. Ça, c'est du point de vue de l'Irak, qui est un pays important et qui est considéré par l'Iran comme un rival. Et c'est vrai que l'Iran s'intéresse aussi à l'Irak pour des raisons géographiques, puisque ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a une frontière de 1500 km, donc c'est quand même une importance considérable et qui justifie de l'intérêt qu'ont ces deux pays à être ensemble, à travailler ensemble, ou être en compétition, ou à être en rivalité, ou même être en confrontation, comme on l'a vu. Mais c'est aussi l'intérêt de l'Iran pour l'Irak, ça relève aussi, me semble-t-il, d'une logique idéologico-religieuse et qui vise, depuis 1979, à exporter la révolution islamique iranienne dans d'autres pays de la région et naturellement en Irak, puisque l'Irak, qui a une communauté chiite qui représente plus de 50% de sa population, avec surtout aussi des centres religieux chiites importants, Najaf et Karbala, qui représentent pour l'Iran un terreau évidemment favorable au développement de l'influence politico-religieuse iranienne. Donc on voit bien que pour ces raisons, l'Iran a un intérêt très marqué pour l'Irak et entend être un partenaire, et peut-être même plus qu'un partenaire pour l'Irak. Je rappelle, mais je pense que vous le savez tous ici dans cette assemblée, que l'ayatollah Khomeini, lorsqu'il a développé son concept du velayat et faqih, qui est donc le pouvoir politique, qui est la prérogative du clergé chiite, il a élaboré ce concept lors de son exil à Najaf, centre de l'autorité religieuse chiite dans les années 70. Donc on voit bien là, effectivement, l'importance de ces liens qui existent pour l'Iran avec l'Irak, de cette volonté de s'appuyer sur ces centres religieux qui ont eu cette importance très claire dans le développement de ce concept du velayat el-faqih. Alors, je pourrais, et je viens de le dire et je le répète, la révolution islamique de 79 et la guerre qui oppose les deux pays en 80-88, ce sont donc pour moi les deux événements intimement liés qui constituent la matrice de la relation actuelle entre ces deux pays et de la politique étrangère menée par Téhéran en Irak.
Alors, j'ajoute tout de suite, mais ça n'est pas l'objet de ma communication de ce matin, qu'il ne faudrait pas considérer que seul l'Irak est un sujet d'intérêt pour Téhéran dans la région, mais il s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de la politique d'influence iranienne au Moyen-Orient, comme on le voit de l'intérêt particulier de l'Iran en Syrie, mais également au Liban à travers le Hezbollah, et on l'a vu plus récemment aussi à travers les Houthistes au Yémen, même si l'intérêt de l'Iran pour les Houthistes est bien moindre que l'intérêt qu'a Téhéran pour Bagdad, pour Damas ou dans son prolongement libanais à travers le Hezbollah. Mais il faut bien voir cette influence iranienne dans un contexte, me semble-t-il, d'influence régionale, même si là aujourd'hui nous parlons de l'intérêt particulier pour l'Irak. On va donc parler des caractéristiques de cette politique iranienne en Irak, tout particulièrement, bien évidemment, de l'action des forces militaires qui sont mises à contribution par Téhéran sur le territoire irakien, mais je ne parlerai pas tant de l'action de ces milices, puisque nous avons une session demain qui est consacrée au rôle de ces milices irakiennes soutenues à différents niveaux par l'Iran. Donc je l'évoque, mais je ne vais pas m'y attarder, puisque Sylvain, je crois, Mercadier, surtout demain, va en parler de façon beaucoup plus détaillée. Donc je ne voudrais pas empiéter sur son domaine d'intervention de demain, mais je ne peux pas, évidemment, ne pas dire que l'intervention de l'Iran se fait quand même essentiellement à travers ces milices, qu'elles soient directement irakiennes soutenues par elles d'un point de vue militaire, d'encadrement, mais aussi économique, évidemment, ou opérationnel, comme on peut le voir, suivant le degré d'autonomie de ces milices. Donc, je vous le disais, en remontant un petit peu avant 2003, et c'est vrai que si on fait un petit retour historique, on voit bien que la création en 1982 par l'ayatollah irakien Mohammed Baqir al-Hakim, lorsqu'il fonde le Conseil suprême de la révolution islamique en Iran, on voit bien que là, il y a cet intérêt très fort marqué par l'Iran vis-à-vis de l'Irak et de financement par l'Iran de ce Conseil suprême et également de sa branche plus militaire qui est la brigade Badr et qui est encadrée par les gardiens de la Révolution et qui montre bien l'intérêt que représente effectivement comme terrain d'application, si je puis dire, pour l'Iran à travers ce Conseil supérieur et la brigade Badr. Et c'est vrai que cette brigade, qui est majoritairement composée d'Irakiens à l'époque réfugiés en Irak, vont pendant la guerre Irak-Iran, dont je parlais tout à l'heure, jouer un rôle important. Je voudrais tout de suite aussi préciser que ce n'est pas parce que des Irakiens réfugiés en Iran ont combattu aux côtés de l'Iran pendant la guerre que ça a été le cas de l'ensemble des Irakiens chiites, pas du tout. On sait bien que la majorité des Irakiens chiites ont combattu aux côtés de l'armée irakienne et pas aux côtés de l'armée iranienne. Ce qui montre aussi le fait que ce n'est pas parce que l'Iran tente de jouer sur la communauté chiite irakienne qu'elle obtient les résultats qu'elle entend, puisque le sentiment nationaliste irakien est extrêmement présent et ne permet pas à l'Iran de faire tout et n'importe quoi. Il y a évidemment des résistances de la part de tout ressortissant irakien, quelle que soit son appartenance confessionnelle ou communautaire. Et ça, je crois que c'est un point évidemment extrêmement important. J'arrive à 2003, qui est vraiment le tournant de l'intervention américaine et qui permet finalement le développement aussi d'un certain nombre de milices pro-iraniennes et en particulier le développement de la milice Badr dont je viens de parler, qui évidemment va, à la faveur de cette intervention américaine, jouer un rôle beaucoup plus important puisqu'elle va combattre en Irak contre l'intervention américaine, estimant qu'effectivement son rôle, c'est de combattre pour faire en sorte que les Américains finissent par quitter le pays et ne restent pas que les Américains ne restent pas à Bagdad.
Cette intervention américaine de 2003 s'inscrit aussi dans un cadre un peu plus large, qui est celui, conséquence des attentats du 11 septembre, bien évidemment, et le déclenchement de la guerre mondiale contre le terrorisme, qui était ce fameux concept élaboré par les Américains, mais qui était aussi consécutive à l'invasion de l'Afghanistan. Et on voit bien que dans toute cette période, il y a une volonté de la part des Américains de bouleverser, de remodeler ce Moyen-Orient. On en a beaucoup parlé avec ce projet de grand Moyen-Orient élaboré par les Américains. Et paradoxalement, cette intervention massive des Américains, non seulement en Irak, mais dans l'ensemble de cette région, va en fait permettre d'accroître l'influence iranienne en Irak et dans la région. Et donc, c'est vrai que cette invasion américaine de l'Irak, d'une certaine façon, paradoxalement, va permettre à l'Iran d'accroître son influence en réaction à cette intervention de Washington dans la région. Et je rappelle cette expression de l'ayatollah Khamenei, qui a donc qualifié la destitution de Saddam Hussein, donc conséquence de l'intervention américaine, comme un don divin. Donc on voit bien qu'effectivement, pour l'Iran, cette période a été une période qui a été considérée comme une possibilité d'accroître cette audience et cette influence. Et l'installation massive de troupes américaines en Irak a été considérée par l'Iran comme une menace, évidemment, puisque d'avoir autant de troupes américaines pas loin de l'Iran, c'est considéré comme une menace, mais c'est aussi considéré, ça a été considéré comme un moment privilégié pour permettre à l'Iran d'accroître son influence dans le pays. Alors, là encore, l'occupation américaine de l'Irak, mais aussi l'enlisement de ces troupes américaines dans le pays, et le fait que les Américains n'avaient pas une véritable vision à moyen et à long terme de ce qu'ils voulaient faire, le fait que cette politique américaine dans le pays a conduit à une marginalisation toujours plus grande des Arabes sunnites et tout le chaos qui en a découlé, ça a offert une occasion unique à Téhéran, là encore, d'étendre son influence et en se présentant comme étant celui qui allait mener la lutte contre l'impérialisme américain. Et donc les Iraniens ont pu capitaliser, si je puis dire, sur ce rôle de se présenter comme étant le pays qui pouvait lutter contre cet impérialisme américain. Donc on voit bien au travers de ce que je viens de vous dire que l'Iran finalement a su très bien profiter de la politique américaine, de l'absence de vision américaine, en particulier à travers le prisme exclusivement confessionnel avec lequel les Américains ont mené la politique dans la région. Et c'est vrai que le système qui est mis en place à partir de 2003 exacerbe les tensions et contribue à réduire les populations à leur confession qu'on considère, pour les Américains, indissociable de leur orientation politique, même si, là encore, évidemment, la situation est bien plus compliquée. Alors qu'en est-il aujourd'hui, puisque le temps passe, qu'en est-il de cette stratégie iranienne en Irak? Je crois que le point important pour l'Iran, c'est de s'assurer que l'Irak ne soit jamais une menace pour l'Irak. La question sécuritaire pour l'Iran est une question majeure dans la perception qu'il a de son voisin. Et l'idée, c'est de mener une politique qui fasse en sorte que la sécurité de l'Iran ne soit pas mise en difficulté à travers la stratégie ou la politique irakienne. Ça, je crois que c'est vraiment un point tout à fait important. Et pour cela, Téhéran entend faire de Bagdad un allié régional, coopératif, voire docile. L'Iran préfère avoir des autorités à Bagdad qui aillent dans son sens et qui ne résistent pas à la politique que l'Iran entend mener. Et donc, en menant une politique finalement qui vise à maintenir une certaine dépendance de l'Irak vis-à-vis de l'Iran. Et le régime iranien considère qu'un Irak gouverné par des forces politiques plutôt chiites est une source de sécurité
pour son gouvernement et faire en sorte que ce soit un allié et non pas éventuellement un ennemi. Et c'est vrai qu'on voit que l'Iran a été le premier pays à reconnaître le gouvernement post-Saddam Hussein, à le soutenir financièrement, parce que c'était un moyen d'avoir un Irak avec lequel il entend avoir des relations privilégiées pour que l'Iran, je le répète, ne représente pas une menace et faire en sorte que la sécurité de l'Iran soit préservée. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'influence idéologique de la République islamique en Irak s'est nourrie de deux facteurs principaux, à mon sens, la montée en puissance de l'anti-américanisme et la marginalisation dans le champ politique post-2003 du nationalisme séculier irakien, puis la promotion finalement des partis irakiens d'identité se fondant sur la confession, puisque la République islamique, comme vous le savez, est à la fois un État-nation et une cause révolutionnaire. Et la politique extérieure de l'Iran tient en équilibre, si je puis dire, entre l'identité idéologique de la République islamique et la survie de l'État, chaque aspect pouvant prendre le dessus en fonction des circonstances. Donc, je crois que je vais un peu plus vite. D'accord. Alors, il y a eu quand même une transformation de la stratégie iranienne à partir de 2011, qui voit le retrait américain de l'Irak en même temps que le déclenchement des mouvements de contestation au Moyen-Orient, les contestations arabes. Ensuite, il y a la montée en puissance de Daesh, la prise de Mossoul, et tout cet ensemble d'événements permet de justifier aux yeux des Iraniens la multiplication des milices qu'il soutient pour lutter en particulier contre Daesh. Et on va avoir une certaine, finalement, coopération ou cogestion, pour reprendre le terme de Adel Bakawan, entre les Américains et les Iraniens dans la lutte contre Daesh et dans la lutte contre ces mouvements islamistes sunnites radicaux qui entendent mettre à mal la situation au Moyen-Orient. Cet investissement aussi de l'Iran en Irak a un aspect aussi économique, puisqu'on sait que les sanctions qui ont été imposées à l'Iran ont poussé Téhéran à renforcer ses relations économiques avec son voisin irakien afin d'exporter une partie de son pétrole illégalement ou en le faisant transiter par des intermédiaires. Et l'Iran fournit également du gaz à l'Irak, et Téhéran exporte aussi pour à peu près 6 milliards de dollars de marchandises vers l'Irak chaque année. Donc, d'un point de vue économique, il y a un intérêt partagé entre l'Irak et l'Iran de maintenir ces relations économiques qui permettent pour l'un de contourner les sanctions et pour l'autre d'avoir un certain nombre de marchandises, avoir accès à un certain nombre de marchandises. Donc l'Iran regarde aussi tous les projets de reconstruction avec beaucoup d'intérêt, puisque c'est un moyen aussi d'être actif, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique, mais également économique. Pour conclure, parce que je crois qu'il faut que je conclue, ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette relation qui, au travers de ce que j'ai dit, et on le verra demain à travers les milices, apparaît être une relation très forte et avec une volonté de domination de l'Iran sur le champ irakien. Mais cela s'est heurté en 2019, en octobre 2019, avec les mouvements de contestation qu'on a vus en Irak, et on a vu qu'un des mots d'ordre des manifestants irakiens, c'était de dire l'Iran dehors, et qui montrait la volonté des Irakiens, d'une partie des Irakiens, de ceux qui ont manifesté, de dire qu'ils ne voulaient plus cette influence aussi grande de l'Iran dans leur pays. Et ça, c'est une réaction de la part de la société irakienne que l'Iran doit entendre, puisqu'elle veut vraiment dire que cette volonté iranienne d'être présente en Irak se heurte quand même à une réaction d'une partie de la population irakienne qui n'entend pas que son agenda politique, économique et social soit dicté par le grand voisin iranien qui est juste à côté. Donc cette politique d'entrisme iranienne idéologique est importante, mais se heurte à une réaction de la population irakienne
Et en Iran même, il y a une remise en question de la part de cette politique d'influence iranienne dans la région, puisque les sanctions américaines contre l'Iran coûtent très cher à la population iranienne et qu'une partie de la population iranienne considère que les moyens financiers qui sont utilisés en Irak seraient beaucoup mieux utilisés pour le développement des Iraniens et non pas mis à disposition des Irakiens. Donc cette politique iranienne se heurte, à mon avis, à deux aspects, aussi bien en interne pour les Iraniens, mais qu'en externe, avec cette mobilisation d'une partie de la population qui ne veut pas de cette influence trop grande. Donc cette influence qui est réelle, on peut se poser la question de savoir jusqu'où elle peut aller et à quel moment cette influence va rencontrer des barrages, comme on l'a vu en octobre 2019 avec les mouvements de contestation. Et enfin, promis, dernière phrase, c'est vrai qu'il faut aussi regarder maintenant de très près ce qui va se passer avec l'Arabie saoudite qui renoue un dialogue avec l'Iran sur le territoire irakien. Est-ce que ça va lancer autre chose? Mais je crois que mon voisin sera le plus à même que moi d'en parler et qui peut faire une bonne transition. Merci à vous.